Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. On a comme l'impression que le football allemand est une grande entreprise qui ne connaît jamais la crise. Sur et en dehors du terrain, comme dans les tribunes, tout va bien. Le débat culture foot du jour rend hommage à la culture foot allemande et ose poser la question suivante: et si l'Allemagne était la plus grande nation du football au monde? Pour tenter de répondre à la question, j'ai avec moi Gilles Christ. Salut à tous. Raphaël. Salut les gars. Et Damaz. Bonsoir à tous. Bon, je sais que généralement on pose la question, on dit c'est le Brésil la plus grande nation football. Mais l'Allemagne n'a jamais connu de crise comme le Brésil peut en connaître dans laquelle il est actuellement. Est-ce qu'on a le droit de se dire l'Allemagne est la plus grande nation football ou c'est une hérésie? On a le droit. On a le droit de le penser en tout cas. On a le droit de le penser, Damaz? Oui, on a le droit de le penser, rien qu'à la vue déjà de leur palmarès, des joueurs également qu'ils ont fournis au monde du football. Il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire ça, également les titres également en club, et même l'image de qu'est-ce que l'Allemagne, c'est-à-dire que le football sert également à l'image d'une nation, et à ce niveau-là, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Envie à qui justement? Aux Brésiliens et aux Italiens? Finalement, il n'y a qu'eux qui éventuellement seraient devant eux? Sur toute la période en fait des libéraux, de la période même sur on va dire toute l'histoire du football moderne, depuis 1930, depuis la création de la Coupe du Monde notamment, les Allemands font partie donc du top 3. On a parlé des Italiens, on a parlé des Brésiliens, et ce sont ces pays-là qui ont la culture football qui est la plus élevée. Est-ce que l'Allemagne est numéro 1 parmi ces pays-là? Je sais pas trop encore, mais après en Europe, c'est vrai qu'il y a une hégémonie qui reste toujours qui n'est plus à démontrer en tout cas. Parce que qu'est-ce qu'on prend comme élément pour déterminer une nation plus grande footballistiquement qu'une autre? Le plus facile, c'est les titres en Coupe du Monde. C'est ce qui a longtemps permis à l'Italie d'être considérée comme l'une des meilleures nations du monde. Ensuite, bien sûr, il y a les résultats en championnat, etc. Mais on a fait en saison 1 un podcast sur que se passe-t-il au Brésil. On en a fait un aussi sur que se passe-t-il en Italie. On n'en fera jamais sur qui se dirait que se passe-t-il en Allemagne. C'est un pays qui est constant. Faut quand même relativiser dans le sens où l'Allemagne vient de connaître il y a de cela quelques mois, en 2018, une désillusion en Coupe du Monde. On sait qu'il y a une fin de cycle. Ils ont eu aussi des périodes de creux, surtout à la fin des années 90. Fin des années 90, début des années 2000, avec notamment le Bayern Munich, les résultats de la Nationalmannschaft notamment. Ils ont eu des creux qui n'ont pas été, on va dire, impactant sur leur image, mais avec la vitesse et les tournures qu'il y a dans le football actuel, ce n'est pas impossible que l'Allemagne connaisse leur période noire dans les années à venir. Je dis pas que ça va arriver, mais ça peut arriver, comme l'Italie actuellement. Parce que là tu dis qu'il y a eu des moments un peu les moments bas, si je peux dire, de football allemand, mais c'est quand même un football allemand qui est quand même là. Donc on le dit, à la fin des années 90, il y a un football allemand qui souffre, mais la souffrance allemande, c'est ne pas sortir des phases de groupe de Coupe du Monde, mais elle y est quand même en Coupe du Monde. Elle y est quand même, mais c'est même plus que ça. C'est que même, par exemple, quand on est à la sortie des années 90, l'Allemagne, c'est demi-finale de compétition. 98, c'est un échec comme 94, parce que ils sont dans le top 8. C'est quand même top 8 et champion d'Europe 96. Champion d'Europe 96. Donc c'est-à-dire qu'à une époque où on avait l'Allemagne qui avait 3 étoiles sur le maillot en tant que champion du monde et qui était triple champion d'Europe. Quel pays avait ce palmarès-là? Franchement, même les Italiens n'avaient pas ça. Et Gilles, en plus de cela, il y a en effet les triples titres qu'ils ont gagnés dans les compétitions respectives qu'a mentionné Gilles Christ, mais également les bonnes performances sur les compétitions qu'ils n'ont pas gagnées, parce qu'à l'Euro 88, ils arrivent en finale. Non, l'Euro 88, c'est la demi-finale contre les Pays-Bas, pardon. Et ça contre les Pays-Bas. Contre les Pays-Bas, enfin, que les Néerlandais arrivent à battre. Ensuite, il y a l'Euro 92. Qui sont là, ils font finale contre les Danois. Finale contre le Danemark, donc notamment une défaite assez surprenante, il faut le dire. Après, le Danemark qui avait utilisé la règle de la passe au gardien pour gagner du temps, et d'ailleurs c'est à partir de ce match-là qu'ils ont interdit aux gardiens de récupérer le ballon à la main suite à une passe du défenseur. Bon, bref. En effet, mais ça prouve également la régularité des Allemands, et sans compter également la régularité allemande au cours des années 80 au niveau de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, ils ont fait 3 finales de mondial d'affilée. Ouais, je suis désolé, à partir de là, à part le Brésil, personne n'a fait. Qui l'a fait dans les années 90 jusqu'en 2002. Ouais. Par contre, ce que l'Allemagne a fait, que le Brésil n'a pas fait, c'est par exemple, l'Allemagne est 4 fois championne du monde. Le Brésil 5 fois, certes. Mais
En 19 participations, l'Allemagne est 12 fois demi-finaliste. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours vu une compétition de Coupe du Monde où il fallait compter sur l'Allemagne. Et ils assument ce statut. Si je me trompe pas, la dernière Coupe du Monde 2018 où ils sortent au premier tour, c'est pas la première où ils ne passent pas les poules en se qualifiant pour les phases finales. Je crois. Hein. Mais c'était déjà suffisamment fort. Mais après, on est rentré dans cette époque où on disait, bon, le champion en titre ne passe pas les tours d'après. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à devenir répétitif sur Exactement. Du champion du monde. Exactement. Mais on a quand même une présence au haut niveau régulière qui est impressionnante du côté de l'Allemagne. Et ce qui m'impressionne le plus aussi, c'est parfois la différence, le nombre de joueurs différents qui jouent entre deux Coupes du Monde. Par exemple, quand vous comparez l'effectif de 98 allemand et l'effectif c'est le jeu, c'est aussi le renouvellement. En 98, il y avait on encore. peut se permettre de faire des renouvellements qu'on peut changer 12 joueurs. Mais maintenant, il y a eu 11 joueurs de la Mannschaft qui ont quitté après le match contre la Croatie. Après la Croatie. Et on arrive quand même en finale le tournoi d'après. Alors il faut quand même mentionner qu'à l'Euro 2000 ils ont été ridicules. Donc on termine en dernier de la poule avec encore pire. Oui, encore pire que en effet, c'est rassurant. Et en plus, il y avait quand même Lothar Matthaus, donc il y avait quand même des joueurs quand même intéressants. Mais il avait, j'allais dire, il avait 800 ans quasiment. Et surtout 737, c'est précis. Surtout que le dernier match, il perd 3-0 contre l'équipe B du Portugal. 3-0. Non, ils étaient cuits. Ça fait mal. Hein. Ils étaient vraiment cuits. Et en championnat d'Europe, justement, par exemple, effectivement, il y a ce tournoi ridicule de la part des Allemands en 2000 dont on a parlé dans un podcast, mais sur 12 participations, c'est 9 demi-finales encore. Donc, quelque part, franchement, heureusement que de temps en temps, ils nous laissent de la place, en fait, aux autres, aux Français, aux Espagnols, aux Italiens. Aux Italiens, tout à fait. C'est une équipe qui, justement, dans l'imaginaire collectif, justement, avec la sélection, effraie les gens. Demande aux Français. Et donne, bien sûr. C'est lavé de cet affront en 2016 finalement. Demandons aux Argentins aussi. Qui ont des gifles. Même s'ils ont gagné en 86, 90 a été une cicatrice profonde et 2014. 2010 aussi, le 4-0. Le 4-0, ils effectivement. Ont tout pris. Disons que les Allemands et on va dire le pire des bourreaux, les Allemands ont été le pire des bourreaux pour les Anglais. Les Anglais qui 90, 96. C'est les diverses vengeances du but fantôme de 66. Bon, bref, et encore une fois, une vengeance. Ils se sont vengés d'une finale sur d'autres compétitions des décennies. Plusieurs fois. C'est que ces Allemands-là ont le sens de la mémoire, le sens de l'histoire. Exactement. Bah, c'est vrai que tout en restant dans l'aspect sportif. Mais pour résumer en bref tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai que l'Allemagne, c'est la qualité, c'est la régularité et voilà, c'est limite un quart de finale, c'est quelque chose de décevant en fait. C'est le minimum syndical. Et encore parce qu'on parle d'échec en 98 par exemple. Oui, on parle d'échec et d'ailleurs s'ils battaient la Croatie, c'était la France qu'ils allaient affronter au Stade de France en demi-finale. Moi j'aurais aimé qu'il y ait un France-Allemagne parce que on a plusieurs fois parlé pour exorciser les démons. Ouais. Exactement, on a plusieurs fois parlé notamment du Mondial 82 avec la fameuse défaite française en demi-finale à Séville. Et moi, nous jeunes que nous étions, voir un France-Allemagne avec le contexte également qu'on apprenait à l'école, parce qu'en ce temps-là on commençait à apprendre les premières et deuxième guerres mondiales avec ces schémas-là, parce que le football méchant allemand quoi. C'est pour ça que quand je disais le sens de l'histoire, donc je me suis un peu. Non mais il faut en parler, Gilles. Il faut en parler. Pourquoi ? Parce que Andreas Möller, Euro 96 demi-finale, à la fin de cette demi-finale gagnée par les Allemands au tir au but, il faut le dire. Andreas Möller narguait Wembley, un stade mythique. Et nous, dans notre imaginaire, ça a joué. Pour vous dire à tel point un schéma classique à la maison. Moi, mon père était la représentation de l'Allemagne à la maison. Calme, serein, dominateur. Et les femmes, je parle aux femmes parce qu'il y avait ma mère et ses sœurs, c'était les Anglaises. Non, pardon, les Anglais. Les Anglais. Wembley faisait du bruit. Mais Wembley donnait tout. Mais l'Allemagne gagne à la fin en étant serein. Non, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez ? Dans la maison de Damas, ça se joue à plusieurs et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Comme dans la vraie vie. Mais au-delà de cette sélection nationale, il y a aussi les résultats en équipe, en club. Par exemple, on a 17 finales de Ligue des Champions dans lesquelles il y a un Allemand, 7 victoires. L'Espagnol, c'est meilleur. Il y a beaucoup plus de clubs anglais qui ont joué en finale, mais quand même, il y a aussi cette présence des clubs allemands dans les Coupes d'Europe. Et puis pour revenir aux résultats à l'échelle continentale des clubs allemands, il faut savoir qu'entre 80 et 90, l'Allemagne, je crois, est statuée 6 fois sur 10 en tête du classement UEFA, enfin des classements des championnats. Donc à cette époque-là, la Bundesliga avait vraiment une importance capitale dans le football européen. Et par la suite, dans les années 90, on commençait à remporter via Dortmund, Bayern Munich, des compétitions Schalke également, et des compétitions continentales. Donc justement, on a 14 aussi finales
de ces 3, dont 6 victoires. Vous pensez à qui quand on parle de victoire allemande, à part le Bayern, dont on s'intéresse un peu plus tard, mais les autres clubs? Il y a Hambourg, il y a le Borussia Mönchengladbach, il y a Dortmund. le Borussia Dortmund en 97, Schalke qui gagne aussi en 97 contre l'Inter. Et le Werder qui bat également Monsieur Monaco. Wenger. Monaco en 92 en finale de la Coupe des Coupes. Entre autres, hein, c'est-à-dire que en plus voilà, c'est une liste où donc de clients en fait, de clients allemands qui régulièrement de décennie en décennie, donc ça a été plus important dans les années 70, 80 aussi, un peu au début des années 80, que après par la suite ils ont continué à gagner donc des trophées européens. Oui. Schuster. Pour en revenir à un ancien débat qu'on a eu sur une émission sur le niveau de la Ligue 1, c'est pareil. Dans les années 90, les équipes de Ligue 1 perdaient leur finale, les équipes allemandes les gagnaient. Et les gagner en grande partie. C'est parce que c'est vrai que c'est notre meilleure décennie en tant que Français, donc au niveau des Coupes d'Europe. C'est ça. Mais les Allemands sont là, ils gagnent la Coupe d'Europe. Ils gagnent quasiment tout. Hein. C'est une décennie comme une autre pour les Allemands finalement. C'est ça en fait. Donc c'est-à-dire que nous, on donne tout. C'est comme une bonne décennie pour les Allemands. Faut pas être trop rabat-joie parce que la décennie de 2000 à 2010, ça a été pas très bonne en niveau. À part la C1-2 du Bayern, c'est très. À part ça, il y a pas grand-chose à mettre sous la dent. Leverkusen en 2002 aussi. Alors, ouais, mais après c'est. Dortmund aussi en 2002, donc on a 2 Allemands. Ouais, mais c'est des défaites et ensuite il n'y a pas grand chose. Hein. Jusqu'à 2010, jusqu'à la finale du Bayern en 2010. Tout à fait, mais après il faut quand même dire que les Allemands font pas rêver. Les Allemands ne font pas rêver. Alors c'est vrai dans notre imaginaire français. Ça dépend ce que t'attends. Pardon ? Ça dépend rêver de quoi ? On a tous rêvé de la domination. Pour les Français, mais je dirais même du charisme allemand. Je dirais même pour les Latins, hormis les Italiens. Parce qu'ils sont décalés, ils ont leur propre style, ils ont leur propre culture. Exact. Et c'est pas une culture, on va dire, attirante. Je sais, enfin, la rigueur, il y a rien de. Un peu comme l'Italie, on va dire, dans le sens où. Voilà, il y a le Catenaccio. Ils sont pas latins. Ils sont pas là pour plaire aux gens en fait. Ils sont là pour gagner. Et au final, moi, ce que je retiens en Europe, c'est pour moi, la culture allemande et la culture italienne restent. C'est ce qui reste et c'est ce qui est dans l'histoire et c'est ce qui reste. Tactiquement, dans la mentalité, voilà, ils sont caractérisés par ça. Des joueurs. Alors qu'en France, il y a pas trop ça. En Angleterre, il y a pas trop ça. De colonne vertébrale justement qui est justement affirmée comme on peut l'avoir donc en termes de personnalité, de caractère et de même de style. Donc de jeu et même de mentalité de club. Tout à fait. Qu'il y a donc dans les clubs allemands. Même si ça permet, il y a pas que des réussites dans les modèles de gestion de clubs allemands. Je pense notamment à Dortmund. Début 2000. Dortmund, attention, sauvé par le Bayern. Ça en dit aussi beaucoup sur la culture du football allemand. Le Bayern a prêté de l'argent à Dortmund, c'est quand même fort. Et parce qu'il fallait maintenir justement cette élémologie de duel, d'affrontement pour permettre à ce que le championnat allemand puisse. Mais ça fait mal quand même aux dirigeants de Dortmund d'accepter l'argent du Bayern. C'était même pire d'accepter l'argent du diable. Ton ennemi te prêtait de l'argent, oui. Exactement. Mais alors quand on parle justement de cette culture de club, cette mentalité de club, il faut également mentionner que l'Allemagne c'est un pays fait de Länder, c'est-à-dire qu'on va également faire en sorte à ce que les régions allemandes soient fortes économiquement pour permettre un essor justement des différentes structures organisationnelles des régions. Je pense notamment au nord de l'Allemagne avec le Werder de Brême, avec la Ruhr, avec également la Bavière. Bon après, l'ex-RDA, on a beaucoup poussé notamment pour le Hertha Berlin qui a été très intéressant lors de la saison 99, mais on fait en sorte à ce que le niveau allemand ait qu'on ait une certaine homogénéité au niveau des clubs pour avoir un essor de la concurrence. Cette homogénéité, elle a été illustrée de plusieurs manières, dont par exemple en 92 ou en 94, je me rappelle plus de l'année, où la Bundesliga avait ouvert un championnat à 20 équipes pour une saison pour accueillir 2 pays de la RDA. Je crois que c'était en 91-92. Déjà, ça montre un peu la mentalité et surtout aussi par le système du 50+1. Exact. Le 50+1, en fait, pour ceux qui ignorent, c'est vraiment le système qui fait qu'aucun club allemand peut être racheté à plus de 50%. Donc devenir actionnaire majoritaire. Ouais, impossible. Actionnaire majoritaire et par une entité étrangère. Tout à fait. Donc ça veut dire que ce qui se passe en Angleterre avec Manchester City ou Paris Saint-Germain en Ligue 1 ne pourrait pas être possible en Allemagne. Justement, le Bayern s'est plaint à un moment donné de cette règle, mais les clubs allemands ont confirmé cette règle. Donc ils sont plutôt contents de cette règle-là. Puis en plus, au final,
Enfin, c'est intéressant parce que je repense aussi à ce qu'avait dit Gilles Christ sur la Ligue 1 en lien avec ça, c'est que par exemple dans un autre podcast, c'est que voilà, le PSG achète les forces en présence des autres clubs pour surdominer. Et là, c'est pas pareil. On veut dominer. Certes, ils vont acheter des joueurs du BVB surtout ces dernières années. Mais voilà, il y a quand même ce régime qui est toujours là. Les clubs allemands ne sont pas à plaindre financièrement parlant, surtout. Il y a, voilà, on sent moins en tout cas ce rapport de force 2.0 qu'il y a aujourd'hui avec les différences de budget et de si quand même Surtout parce début que 2000. début 2000 par exemple quand le Bayern a voulu affaiblir le Bayer Leverkusen, il a essayé de le faire. Quand ça a été Schalke, il a essayé de le faire. Quand ça a été le Borussia Dortmund, ils ont toujours essayé de prendre les joueurs majeurs pour dire que voilà. Ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont fait. Le Werder Brême avec Miroslav Klose. Et avec aussi Valérien Ismaël. Rings aussi qui part au Bayern, ça apparaît. Justement, ils sont dans cette culture-là et c'est pour ça que les gens les détestent et qu'ils ont raison parfois. C'est qu'en fait, ils ont envie à chaque fois de prendre la force de l'adversaire pour la retourner contre leur propre championnat. Après, et continuer leur hégémonie. Après, je pense aussi, je pense pas que à ça. C'est vrai que t'as pas tort sur ce point-là. Après, je pense aussi, par exemple, aux joueurs qui reviennent dans leur club. C'est des choses qu'on voit pas dans d'autres championnats, que ce soit Hummels, que ce soit. Hummels est revenu parce qu'il n'avait plus sa place, on le mettait à la porte. Ah Donc il faut également mentionner ces points-là, s'il te plaît, Raphaël. Que tu sais aussi qui avait plus le niveau. Oui, c'est tout. Mais bien sûr, c'est tout. Bien que c'est vrai que c'est quand même louable le fait qu'il puisse revenir à la maison, mais en plus c'est quelle maison? On part du BVB, donc un ennemi potentiel au Bayern. Mais il faut donner quand même également encore une fois un coup de pouce à l'émogie allemande, c'est qu'ils ont relevé leur infrastructure, notamment au cours des années 2000 avec la Coupe du Monde, en place des stades. Pour préparer la Coupe du Monde 2006 justement. Exactement, mais en parlant de ça, il faut me te couper Raphaël, c'est que par rapport à Lothar Matthäus, qui était l'étendard justement de ce mondial 2006, immédiatement, les plans d'action concernant les clubs ont été mis en route concernant le modèle économique allemand avec la construction des stades notamment à Francfort, Nuremberg, rénovation des stades de Stuttgart. Tout le monde s'est remis à jour à ce niveau-là. Et en plus, tous les autres pays ont copié et se sont inspirés du modèle allemand, de la façon à construire les stades. Enfin, je sais que les Allemands ont été les premiers avec la construction des stades à avoir un plan environnemental sur la construction, panneaux solaires et tout ce qui va avec. Et surtout, multisport. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce stade-là pas que pour le football, et des stades conçus pour le football en même temps. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'Allemagne a innové et pas que au niveau du football, quoi, même au niveau des infrastructures. Bien sûr, et c'est pour ça, comme tu me disais, Raphaël, que par exemple les Français ont essayé de suivre ce modèle pour l'Euro 2016. C'est ça. Donc dans la structuration des stades, et en se disant que c'est avec l'essor donc de cette compétition qu'il y a la possibilité de pouvoir justement donner on va dire un coup de boost pour les clubs allemands en Coupe d'Europe, mais surtout donc pour aussi régénérer, on va dire une sorte d'intérêt pour la Bundesliga qui était peut-être un petit peu en dedans au début des années 2000, qui pouvait même faire jeu égal quasiment avec la Ligue 1. C'est ce donc le Mondial 2006 a dépassé donc ce phénomène et après donc a permis donc à ces clubs allemands là de passer un autre cap et maintenant qu'ils sont au club France après 98. C'est justement donc à essayer de dépasser non seulement les Italiens et maintenant d'être à l'assaut peut-être des clubs espagnols et anglais donc sur la scène européenne. Justement, ce boost fait pour la Coupe du Monde 2006 et à ses résultats aujourd'hui à la saison 2017-2018, on voit les 36 clubs professionnels allemands ont dégagé 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est le deuxième puissance européenne derrière la première ligue. Ensuite, on a aussi, ça fait 14 ans de croissance économique du football allemand. D'accord, donc c'est donc que du flèche vers le haut, que du flèche vers le haut. Alors que juste désolé de t'interrompre Reda, alors que leur prix moyen pour aller voir un match au stade est le moins élevé des 5 championnats. Ça fait partie justement de cette culture football dont on va parler tout de suite, mais aussi l'explosion des droits TV. Aujourd'hui, les gens achètent pour regarder le football allemand, achètent pour écouter le football allemand. On a 3 clubs qui sont parmi les 20 plus riches aujourd'hui. Le Bayern qui est dans le top 4, mais il y a aussi Schalke, il y a aussi Dortmund. Les droits TV allemands ont coûté 1,6 milliard d'euros pour les 4 ans qui viennent de s'écouler. Donc en 2020, il faudra renégocier. En ce qui concerne la culture football, là, on est dans un débat culture foot. La culture football allemande aussi est incroyable. Vous vouliez parler des stades allemands. C'est 90% de taux de remplissage des footballs allemands. Exceptionnel. En moyenne. Stades allemands. En moyenne, hein. Le Bayern, sur la saison 2017-2018, a une moyenne de 100%.
Fribourg a une moyenne de 99%. Bah, comme Forêt Noire. Dortmund aussi. Dortmund est de 97% et Schalke 98%. Ah, je pensais. À partir de là. Après, vous c'est un voulez stade de quoi 80 000 places. hein. Ou après, vous voulez quoi? 80 000, ça veut pas dire forcément qu'on les remplit. L'Italie est bien placée pour en parler. Et Oui, en plus bien de sûr. ça, c'est que Et dans notre pays, qui remplit le Stade de France? déjà, Ouais. déjà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que en Allemagne, bon, je pense que certains d'entre vous nous sommes déjà y allés, même au niveau de la culture, jouer au football dans la rue, c'est pas du tout un problème, personne ne va vous arrêter. Il faut également parler également de la multiplication de tout ce qui concerne le côté médiatique au niveau des radios, on va dire, second niveau, si je peux parler comme ça, où plusieurs personnes peuvent s'exprimer. Il y a une énorme place au niveau du supporterisme en Allemagne, où plusieurs Bien sûr. personnes justement s'expriment, et on laisse la place notamment à des personnes, on va dire entre guillemets, quelconques, de pouvoir donner son point de vue. Et c'est ça justement notamment que d'autres pays, encore une fois, ont voulu copier, même si ça n'a pas pu prendre la greffe, mais côté allemand, à ce niveau-là, il n'y a rien à se reprocher, surtout que cette croissance du supporterisme, c'est surtout fait au cours des années 90. Les Allemands, Là, avant même qu'il y ait la restructuration Des stades. des stades. les Allemands adorent le football, les Allemands. Je parle de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Mais Plus que les Français, plus que les Italiens. Alors, mais le surtout côté système, français. mais le système allemand fait en fait que les Allemands sont obligés d'aimer le football. Les prix sont attractifs, il y a une culture. Enfin, c'est bête, Il y a mais du spectacle sur le terrain. la bière fait partie du spectacle. Chez Il les y a hommes, tout. comme chez les femmes. Exactement. Exactement. Donc, c'est-à-dire que le nombre de licenciés qui est en Allemagne est sensiblement plus élevé que celui en France. On se dit que peut-être qu'ils sont plus nombreux par rapport à la population, mais je sais plus quels sont les chiffres. Je sais plus si on est aux alentours de 6 millions de licenciés pour dans le football allemand contre 2 en France. C'est quand même Autant de licenciés chez les femmes au foot que de chômeurs en France, quand même. C'est beaucoup. hein. ça, ça, c'est gratuit. Ouais, ça, en effet. La France n'a rien fait. La France n'a rien fait. Disons qu'il y a un système social en Allemagne qui permet plus difficilement de survivre quand on est au chômage. Mais plus sérieusement, et une chose sur laquelle je reconnais, c'est comme l'Italie, mais encore plus en Allemagne, c'est les meilleurs joueurs allemands restent en Allemagne et en fait aiment cette culture allemande. Contrairement aux joueurs, par exemple, espagnols ou français qui vont s'exporter, en Allemagne, il y a une vraie culture. Et là, on se rend compte que là, de fil en aiguille, on est en train d'être de tendre vers justement l'exportation des joueurs allemands. Exact. C'est vrai que dans les années 90-2000, un joueur allemand qui s'exporte à l'étranger, C'était rare. c'était des échecs. Sauf à Donc, l'Inter. Sauf à l'Inter pour les. Breme, C'est vrai. Mataos. Non, mais c'est vrai, Griezmann. mais c'est déjà pas Griezmann, mal. oui. Et aussi, Kohler. Kohler et à la Müller, Juve. oui, Et Müller à c'est la vrai. Juve. Donc c'est vrai que dans cette Reuter période- aussi à la Juve. dans cette période Faut arrêter un peu. donc dans les années 80-90 les Italiens qui allaient en Allemagne ils étaient plutôt à l'aise, mais après par exemple moi je pense à Lehmann, je pense à Christian Wörns quand ils sont allés donc dans des clubs à Paris l'étranger, Saint-Germain. ils se sont ridiculisés et ça rentrait pas dans cette culture là, et là on repart avec par exemple des joueurs comme Gnabry ou comme Draxler qui sont à l'étranger, Sané. pas forcément donc dans des grands clubs. Oui, Sané Sané, aussi, Leroy effectivement. Sané, hein. Sané. Quand je parle de Gnabry, c'était quand il est parti à Arsenal avant de revenir C'est au ça Bayern. au Bayern, ouais. On est vraiment dans cette culture où maintenant ça commence à se globaliser, que l'Allemagne peut-être rentre un petit peu dans le rang, je sais pas. Emre Can, ouais. Özil. Aussi, ouais. Özil. Et en parlant justement de cette externalisation des joueurs allemands, il faut également mentionner le premier point où ça avait fait quand même pas mal de bruit, c'est par rapport à Michel Ballack et son départ justement du Bayern. À Chelsea, Il est gratuitement. parti gratuitement. Nous, Mhm. ça nous avait choqué. Moi, à Ouais, l'époque, c'est que le clair. Bayern le mette à la porte. Et quelque part, ça prouve que bien que tu sois à l'étranger, on reste toujours allemand. Même si tu penses qu'à l'étranger, ça peut être mieux. Mais nous avons toujours notre image allemande, notre institution allemande qui prédomine. Et pour justement, ça, les Allemands, ils nous ont aussi servi des joueurs extraordinaires. Parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, il y a beaucoup d'Allemands. Beckenbauer, Et beaucoup de ballons d'or. Sepp Maier. Oui, la nationalité la plus représentée dans les podiums, c'est la nationalité allemande. Avec Rummenigge, Rummenigge, Gerd ouais. Müller, Zammer. Breme, Mataos. Et Voilà qui est l'un Matthias. de mes joueurs préférés dans l'histoire du football. Mataos, le sont baron allemands. rouge, Matthias Zammer. Zammer. Les gardiens aussi, il y a une grande culture du gardien de but. Oliver Kahn, Kopke. Neuer récemment, Kopke, Que Lehmann, Bobo Hindler, Ter Stegen, Neuer. Sepp aussi. Maier. Neuer, oui, Sepp aussi. Maier. Ouais. et des défenseurs centraux, les Schwarzenbeck, Beckenbauer, Mataos, on a parlé. Finalement, il y a une vraie culture un peu de poste par poste Il y a- de joueurs. il y a de de joueurs la allemands. culture de tout en fait. Sauf Chez les Allemands. Et De des l'attaquant aussi, et hein, des Gerd joueurs Müller. d'axe. Oui, bien sûr. Griezmann, Jupp ouais. Heynckes aussi, on Pirov. oublie que Jupp Heynckes a été aussi un grand joueur d'abord, c'est vrai que Ah. c'est Mais en plus, D'abord. j'ai remarqué les D'abord, Allemands. oui. Mais les Allemands, même quand ils n'arrivent pas à devenir, enfin, où ils ne sont pas des grands joueurs de club, brillent avec la sélection comme Miroslav Klose, ou Mario Gomez, peut-être. Mario Gomez. Ouais, non. enfin, Il a quand même mis plus de 40 buts en sélection. Bah, bien je sûr. crois, hein. Bah, bien sûr. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable Les grands- pour un joueur de ce niveau. Même s'il a rien soulevé. Ah si, il est champion du monde, non?
Non. Non, 2014 peut-être. Non, il est pas. non. Il est pas présent. Il est pas pris, il est pas Klose, pris. Chourle, mais non. Non, donc du coup, c'est vrai qu'il y a une culture donc de l'attaquant, des milieux de terrain, Des latéraux. des latéraux. Des latéraux, il faut C'est- insister. Hein. c'est- Lame, Bremer, Babel. etc. Babel. Et aussi, donc encore notre Michel Tarnat avec son pied gauche qui cassait les barres transversales. Et Paul Encore Brett. des choses dans notre inconscient collectif qui font que en fait les Allemands nous dominent déjà mentalement Totalement. avant même de rentrer sur un terrain. Tout de suite. Et c'est comme ça que les Anglais, avec la phrase de Lineker, ça ressort plus facilement. Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent Qui toujours. gagnent. En tout cas, en Europe, moi, vraiment les deux nations, pour répondre à la question de base, l'Italie et l'Allemagne, c'est vraiment les deux nations qu'on retiendra toujours, malgré des périodes de creux. Alors, je vais pas te relancer sur ce débat-là, mais c'est vrai qu'avec les Italiens, le problème qu'on a, c'est que parfois les victoires sont beaucoup trop espacées entre elles. C'est vrai. Les Allemands, il y a vraiment une domination régulière. Ouais. Ouais. Là, on est à Urban Soccer de Nanterre. On va essayer de répondre à une question simple. On a fait un débat, on a sorti les arguments. Est-ce que vous avez votre réponse à la question du début? Est-ce que l'Allemagne est la plus grande nation du football? Moi, je pense qu'au final, oui. Mais enfin, quand je dis non, c'est Parce que t'as pas envie de dire que le Brésil n'est pas le numéro 1? C'est ça en fait. J'ai Ouais. toujours envie de dire que le Brésil est devant en fait. Parce que c'est trop culturel, en trop fait- ancré, trop En mythique. fait, la culture des Brésiliens par rapport aux moyens qu'ils ont à disposition et par rapport à la structuration de leur Et leur football. de leur football, disons que s'ils avaient un peu plus de moyens, ils auraient un écart qui serait encore beaucoup plus conséquent que ce qu'il n'est aujourd'hui. Mais justement, C'est ça qui m'impressionne en fait, Damas, chez eux. tu vas répondre à la question, mais si demain l'Allemagne gagne la 5e Coupe du Monde, là il y aura plus de débat, ça veut dire finalement c'est ce nombre de Coupes du Monde qui fait la différence? Il y en aura toujours un parce que ça va dépendre également de comment l'Allemagne va gagner. Il faut également observer ça parce que le Mondial 18 nous a montré qu'on n'a rien appris au niveau footballistique, raison pour laquelle on ne peut pas dire également que au niveau football, quelqu'un se démarque aujourd'hui. Et pour répondre à la question, c'est que côté allemand, sur l'ensemble de ce que nous avons développé ce soir, je dirais oui. Mais encore une fois, c'est difficile de dire oui parce qu'il y a le Brésil. Et le Brésil... Et je termine avec ça. Ronaldinho a simplement dit le plus important, c'est pas les trophées. C'est qu'est-ce que vous communiquez dans la pensée des gens. Et à partir de là, Ronaldinho a tout dit. Non, il a tout dit et Moi, je suis franchement, pas ça donne du grain mood pour les Allemands. Non, mais les c'est Allemands vrai. aussi, justement, Aussi, sur ce qu'il y a, aussi. c'est une argumentation pour les Allemands. C'est et pour ils les font peur Allemands à tout le monde. aussi. Raphaël, C'est vraiment je te laisse compliqué. conclure. C'est vraiment compliqué de terminer avec cette question fatidique, de résumer ça sur une réponse. Je dirais oui, mais avec un mais, car c'est vraiment compliqué. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.